Paul Magnette, prince, professeur et politicien. Si on devait choisir une figure centrale, mais en même temps vraiment énigmatique, de la social-démocratie en Europe aujourd'hui, ce serait sans doute lui. Il incarne à lui seul toute une série de contradictions, des contradictions assez frappantes qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Allez, on rentre tout de suite dans le dur, parce que le conflit central, le nœud du problème, il est là, sous nos yeux. D'un côté, on a le champion de l'initiative, Tax Doric, celui qui se bat, qui martèle qu'il faut plus de justice fiscale. Et de l'autre, on a les chiffres de ses revenus personnels, des revenus qui, en 2023, pouvaient grimper jusqu'à plus d'un demi-million d'euros par an. Alors la question, elle est simple, comment réconcilier les deux ? Pour essayer de comprendre un personnage aussi complexe, on va adopter une structure un peu particulière, celle d'un triptyque. On va procéder en 3 temps. D'abord, on va instruire le procès à charge, c'est le réquisitoire. Ensuite, on regardera le dossier à décharge, ce sera le plaidoyer. Et enfin, on essaiera de faire une synthèse, une sorte de verdict, pour tenter d'approcher la vérité de l'homme, si tant est que ce soit possible. On commence donc par le premier volet, le portrait à charge, celui au vitriol. Celui qui nous dépeint un Paul Magnette en opportuniste cynique, un homme dont le discours très progressiste ne serait finalement qu'un masque pour cacher une ambition dévorante, à la fois pour le pouvoir et pour la richesse. Et pour planter le décor, rien de mieux que ses propres mots. Publiquement, il se positionne comme ça, le défenseur de la classe ouvrière, celui qui a le courage de dire que, pour beaucoup de gens, le travail, ce n'est pas l'épanouissement. Non, c'est une source de souffrance. C'est vraiment le cœur de sa rhétorique, de son image publique. Bon, maintenant, confrontons ce discours aux chiffres bruts. Ce qui est vraiment frappant sur ce graphique, c'est pas seulement le montant, qui est déjà énorme, c'est la trajectoire. On voit une augmentation constante et significative. On passe de 405 000 € en 2020 à plus de 511 000 en 2023. Ça fait de lui, factuellement, l'un des politiciens les mieux payés de toute la Belgique. Alors, la question qu'on se pose, c'est d'où vient tout cet argent ? La réponse, c'est le fameux cumul des mandats. Mais attention, pas n'importe quel cumul. On parle d'un enchevêtrement assez complexe de postes qui sont à la fois puissants et, disons-le, très lucratifs. Président de parti, bourgmestre d'une grande ville, professeur d'université, administrateur, la liste est longue. Ces critiques y voient une faille du système dont il profite personnellement, au point que le surnom millionnaire en mandat, ce n'est presque plus un surnom, c'est juste un constat. Passons maintenant à l'ambition. Il y a cette anecdote, devenue tristement célèbre, selon laquelle lui et Alexander De Croo auraient joué le poste de Premier ministre à pile ou face. Alors, même si c'est raconté sur le ton de la blague, ça en dit long, ça révèle une vision du pouvoir qui peut paraître profondément cynique, où la fonction la plus importante du pays se déciderait comme un jeu de hasard entre quelques initiés. Là encore, ses propres paroles sont retournées contre lui par ses détracteurs. Pour eux, c'est la preuve que sa mairie de Charleroi, c'est avant tout une base de pouvoir, un tremplin tactique, et que dès qu'une occasion plus prestigieuse se présente au niveau national, les dossiers de la ville, eux, pourraient bien passer au second plan. Autre point de friction, et il est de taille, son rapport à la laïcité, un rapport qui semble avoir beaucoup évolué, qui semble fluctuant. Et pour ses opposants, c'est clair, c'est la preuve qu'il a abandonné les grands principes universalistes du socialisme historique pour faire des calculs électoralistes. Et voilà la déclaration qui a mis le feu aux poudres, ce fameux malaise de l'homme blanc à donner son avis sur le port du voile. Pour une partie de la gauche, et pas seulement, c'est une capitulation choquante. Une capitulation face aux politiques identitaires, et même une trahison de tout l'héritage laïque pour lequel la gauche s'est battue. Et puis il y a l'épisode du CETA. Pour ses critiques, c'est l'exemple parfait de sa méthode. Une sorte de pièce de théâtre politique en 4 actes. D'abord, il endosse le costume du rebelle qui dit non à la mondialisation. Ça lui vaut une attention médiatique planétaire. Ensuite, il obtient quelques concessions, mais qui sont jugées juridiquement très faibles. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Le traité est quand même signé. Bref, un spectacle magistral pour se construire une marque Magnette internationale, mais avec des résultats concrets quasi nuls. Ok, on a vu le réquisitoire. Maintenant, on change complètement de perspective. On passe au deuxième volet de notre triptyque, le plaidoyer. Et là, le portrait est radicalement différent. On découvre une autre facette de l'homme. Celle de l'intellectuel bâtisseur, un homme d'État d'une espèce rare, qui serait allié à profondeur de la pensée à l'efficacité de l'action sur le terrain. D'abord, il faut bien mesurer le calibre intellectuel du personnage. On ne peut pas comprendre le Magnette politique si on ignore le Magnette professeur. On parle d'un doctorat, d'études à Cambridge, de postes de professeur à l'ULB et à Sciences Po Paris, et même du prestigieux prix Francky. Tout ça pour dire que ces actions politiques ne sortent pas de nulle part. Elles sont profondément ancrées dans un travail académique et théorique très solide.
D'ailleurs, ces livres ne sont pas de simples programmes politiques. La Vie large, par exemple, c'est une tentative assez visionnaire de réconcilier deux combats, l'écologie et le socialisme. L'autre moitié du monde, c'est une réflexion pour que la gauche se réapproprie une idée qu'elle a un peu délaissée, la valeur travail. Bref, il ne fait pas que gérer les affaires courantes, il pense, il propose un cap idéologique. Mais la théorie, sans la pratique, ça ne vaut pas grand-chose. Et son succès le plus concret, le plus visible, c'est la transformation de sa ville, Charleroi. Une ville qui était le symbole du déclin post-industriel, minée par les scandales politiques et le chômage de masse. Et là, les résultats parlent d'eux-mêmes. On ne peut pas les nier. La création d'un campus universitaire en plein centre-ville, un tout nouveau musée des beaux-arts, la rénovation complète du cœur de la ville, des espaces publics et même la gratuité des transports en commun pour les jeunes. Dans cette version de l'histoire, il est vraiment l'architecte d'une renaissance urbaine spectaculaire. Cette perspective, évidemment, change tout à notre lecture de l'épisode du CETA. Ce n'était plus du théâtre, c'était un acte de courage politique. Son fameux discours au Parlement wallon est alors vu comme un moment historique, une défense des principes démocratiques face à la pression colossale des multinationales et de tout l'établissement européen. Et c'est ça le point crucial de ce plaidoyer, sa polyvalence. Ce portrait le dépeint comme un homme d'État total, capable d'être efficace à toutes les échelles, au niveau de sa ville, de sa région, de son pays et même sur la scène internationale. Et cette compétence, elle est rare. Elle lui a d'ailleurs valu une reconnaissance bien au-delà des frontières de la Belgique. Alors, quel portrait est le bon ? L'oligarque cynique ou l'intellectuel bâtisseur ? Eh bien, la synthèse, le verdict suggère que la vérité est peut-être dans les deux. Et si on regardait maintenant comment ces contradictions, en fait, ne font que refléter les grands défis de la politique aujourd'hui ? Et si sa dualité n'était pas de l'hypocrisie, mais tout simplement l'incarnation du dilemme fondamental de tout social-démocrate ? C'est cette tension, qui est peut-être insoluble, entre l'idéal de vouloir changer un système capitaliste et l'obligation de maîtriser parfaitement les règles et les jeux de pouvoir de ce même système pour espérer y arriver. Prenons la relation entre son rôle local à Charleroi et ses ambitions nationales. En fait, les deux se nourrissent. Charleroi, c'est son ancrage, sa légitimité populaire, son côté authentique. Et c'est précisément cet ancrage qui lui sert de tremplin pour viser l'horizon, c'est-à-dire la scène nationale et mondiale. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu la même chose pour sa position sur le voile. Elle le place exactement à la jonction, très inconfortable, de deux mondes. Il est pris en étau entre d'un côté l'héritage laïque et universaliste de la gauche traditionnelle, et de l'autre, les nouveaux défis que posent les politiques identitaires dans une société devenue très diverse. Sa prudence, son malaise, ne fait que refléter une incertitude qui traverse en réalité toute la gauche européenne. En conclusion, Paul Maguette n'est sans doute ni un saint, ni un salaud. Il apparaît plutôt comme une figure archétypale de notre époque, un homme politique intellectuellement brillant, stratégiquement très habile, mais qui est fondamentalement pétri des paradoxes et des contradictions de sa propre famille politique, une famille qui cherche désespérément à se réinventer. Et ça nous laisse avec une question finale. Une question qui va bien au-delà du cas de Paul Maguette. Est-ce que cette contradiction permanente, celle qui le rend si fascinant et si critiqué à la fois, n'est pas tout simplement devenue le prix à payer, le prix inévitable pour tout leader politique qui a l'ambition de gouverner le monde, tout en espérant le transformer ?